La commune du Plateau, quartier des affaires, ne fait plus rêver. Eau de ruissellement et vitres brisées de certaines tours administratives accueillent désormais les populations qui s'y rendent. Prévoir et gérer les conflits, une priorité du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Et puis le Mali a un Premier ministre, le banquier Oumar Tatam Ly. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La commune du Plateau, cité administrative qui faisait sa fierté, fait peine à voir. Pourtant, elle abrite le palais présidentiel et les tours administratives. Des tours qui ont perdu pour certaines des vitres remplacées par des contreplaqués. Ajoutez à cela les ascenseurs en panne de façon récurrente. Les rues du Plateau ne sont pas mieux loties non plus. Le reportage de Hamza Diaby. Abidjan Plateau, la cité administrative. Vu de loin, tout paraît beau, mais il faut s'en rapprocher pour se rendre compte que la cité a pris des rides au fil des années. À côté de ces beaux jardins, des tours qui se portent mal. L'état de délabrement de la cité administrative même ne parle d'elle-même parce que vraiment ça fait peur. Ça fait peur comment? Parce que même en y entrant, on voit même les portails qui sont même pas en bon état. Et même au niveau des sous-sols où on va garer les voitures, la lumière n'y est pas comme il se doit. Jusque-là, ça n'a pas été refait comme il se devait depuis. La paix des lagunes doit véritablement rimer avec une perle. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des immeubles qui sont vraiment abîmés. Si l'État pouvait s'occuper de cela un peu, ça va redorer le blason de notre capitale économique. Cette cité, jadis le fleuron d'une Côte d'Ivoire prospère, n'a plus fière allure. Et pourtant, elle abrite ministères, direction générale et autres structures étatiques. Les lieux de réhabiliter ce bâtiment-là, partant en tout cas des buanderies, en tout cas tout ce qui est tuyauterie, jusqu'à la peinture. Je pense que cette cité aujourd'hui est à refaire. Portails tombés, volets sautés, toilettes repoussantes, niveau de dégradation et d'insalubrité avancé, les larmes de cette cité ne suffisent plus à décrire son mal. En Côte d'Ivoire, le nombre d'accidents de la route va crescendo de 2011 à 2012. Il a augmenté de 49% avec plus de 28% de personnes tuées. Une situation qui interpelle les acteurs du secteur du transport qui ont d'ailleurs initié la formation des chauffeurs pour faire chuter ces chiffres. Michel Digré nous en dit plus. En 2012, l'Office de sécurité routière a enregistré 7334 accidents qui ont occasionné 488 tués. Au banc des accusés, les chauffeurs qui foulent aux pieds les règles de sécurité routière. Ils ne respectent pas généralement le code même de la route et le non-respect même des usagers. 95% des accidents sont imputables à l'homme. Il serait vraiment tout à fait faux de dire que c'est la route qui tue. C'est l'homme qui est le principal facteur des accidents de la route. Si les chauffeurs admettent leur part de responsabilité, ils mettent également en cause l'état de dégradation de la voirie. Souvent quand elle est prise, il y a des chauffeurs de freiner pour aller doucement, ils veulent dévier. Bon, c'est en déviant, l'autre aussi il s'engage, ça prévoit des accidents. Nous avons relevé le fait que la réhabilitation et la construction des routes avec l'assainissement de l'environnement lié à l'exploitation du secteur des transports était très important pour que la question de la sécurité routière soit maîtrisée. Pour faire baisser les chiffres des accidents de la circulation, le groupement actif pour la promotion de la sécurité routière met en place une stratégie de prévention et de lutte contre les dangers de la route. Nous avons voulu mettre cette ONG en place pour pallier un peu à l'insuffisance de la sensibilisation des usagers. Mais le point le plus important, c'est la formation des conducteurs routiers sur nos routes. Il est important que la population ivoirienne puisse prendre conscience que trop pressé, souvent on arrive en retard. Le groupement actif pour la promotion de la sécurité routière entend également accompagner l'État dans la réhabilitation et l'amélioration de la signalisation routière.
Les cliniques clandestines, un autre fléau à la base de plusieurs décès véritables à mouroir. Ces cliniques prolifèrent dans le district d'Abidjan et nombreuses sont les personnes qui y vont car ces cliniques offrent des prestations à moindre coût. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de les traquer, une mesure diversement interprétée. On en parle avec Michel Mambou. Des murs délabrés, un plateau technique qui laisse à désirer et un personnel très peu qualifié. Nous sommes dans une de ces nombreuses cliniques clandestines que compte le district d'Abidjan. De véritables mouroirs qui pourtant sont très fréquentés par nombre d'Ivoiriens. Entre autres raisons évoquées, le manque de moyens financiers. Si on voit beaucoup de femmes qui vont vers les petites cliniques, c'est parce qu'elles n'ont pas de moyens. Puisque les cliniques de nos jours sont chères. Donc elles préfèrent aller là-bas pour mieux se prendre. C'est les grandes cliniques qui sont chères, sinon ils vont partir les petites cliniques. Si les grandes cliniques sont chères, bon, et maintenant, parce que les taxes sont chères, si petites cliniques là, ça fait moins. Les gens vont partir là-bas, chacun cherche ses moyens. Mais le gouvernement reste de marbre. Décidé à assainir le secteur des établissements sanitaires, une unité de contrôle et de surveillance a été mise sur pied aux grandes dames de ces populations. M'attendez, la femme a couché, ça va courir, on prend l'argent, après on dit, faut partir ici. La femme a mouru sur la route, on ne veut pas, on veut ici. On ne veut pas m'attendre. Si l'enfant vient, on dit, toi, mais il faut pousser. Si ça vient, il faut m'appeler, ok, ici, là, ils vont t'aider, ils vont s'arrêter. Maman, il faut faire doucement, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. À la maternité, il n'y a pas ça là-bas. Le gouvernement doit prendre d'autres mesures, peut-être pour arranger plus ces cliniques-là, permettre à ces propriétaires de cliniques de vraiment arranger le coin et puis bon, s'occuper mieux des patients moins nantis. Sinon, nous tous, on ne peut pas aller dans les CHU, dans les grandes cliniques. Donc vraiment, c'est pas bien de tout fermer en tout cas. Mariage de raison donc entre ces patients aux maigres moyens et ces cliniques boutiques. Une union qui, bien souvent, se termine mal. Lors de l'interview de la rédaction hier, le directeur des établissements et des professions de santé, Benjamin Nambala, s'est prononcé sur le sujet, suivant un extrait de son intervention. On a vu déjà dans le reportage que vous traquez un peu les établissements sanitaires privés qui exercent dans l'illégalité. Alors dites-nous, qui a le droit d'ouvrir un établissement sanitaire privé? La Côte d'Ivoire n'a pas investi pendant de nombreuses années dans les établissements de santé. Ensuite, il y a la question des écoles qui forment des personnels de santé avec un bas niveau, qui ont un bas niveau et avec des enseignants qui parfois sont très peu qualifiés. Il y a aussi ceux qui sont propriétaires d'agréments qui les dupliquent et qui les louent, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous nous intéressons à eux, pas parce qu'ils font la concurrence, mais parce qu'ils posent des véritables problèmes de sécurité sanitaire aux patients qui les fréquentent. Nous sommes souvent pris à partie par les populations justement parce qu'elles estiment qu'elles sont mal reçues. Et donc l'action de Madame la ministre, nous pensons qu'elle va porter et nous espérons que les professionnels de santé qui nous écoutent ce soir vont prendre la mesure de la tâche. En termes de fermeture, nous avons fermé près d'une centaine d'établissements, disons exactement 113. Mais nous avons visité au total, à la date du 24 juillet 2013, 1102 établissements. Et sur ces 1102 établissements, il y a 816 qui méritent d'être surveillés de près et ces établissements vont faire l'objet de nos actions futures. Regardez, sur les 1102 établissements, il y a 848 qui sont des infirmeries. Et ces 848 qui sont des infirmeries sont tenus essentiellement par des professionnels non qualifiés. La population doit comprendre qu'elle court des risques. Et puis 6% de femmes pratiquent encore l'excision en Côte d'Ivoire, des mutilations génitales féminines qui font de nombreux morts. La Fondation Digui entend donc lutter contre ce phénomène. Elle a initié un atelier pour la mise en œuvre des résolutions internationales sur l'intensification de l'action visant à éliminer ce fléau. Le reportage de Michel Mambou. Les mutilations génitales féminines. Pratique dangereuse et dégradante. En Côte d'Ivoire, les actions se multiplient pour éradiquer le mal. Des sanctions sont même prévues. Toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux d'une femme par voie de mutilation totale ou partielle, excision, désensibilisation ou toute autre pratique
si elle s'avère néfaste, est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans, de 5 à 20 ans d'emprisonnement si la victime meurt des suites de son opération. Et pourtant, la pratique continue de faire des victimes. Dans le pays, le taux de prévalence est estimé à environ 36%. L'intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines s'impose, ce qui justifie cet atelier organisé par la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Ces 2 jours ont permis d'analyser les stratégies existantes et en tirer les leçons, de nous approprier la résolution des Nations Unies sur les MGF, définir les stratégies de sa diffusion au niveau national, définir une feuille de route pour la mise en œuvre de la résolution. La Côte d'Ivoire a un taux de prévalence inadmissible, il est trop élevé, il varie entre 36 et 38%. On sait que dans des pays à forte prédominance islamique comme le Niger, ils sont passés d'un taux de 5% à moins que ça. La Côte d'Ivoire doit pouvoir faire le même effort. Hommes de médias, ONG de défense des droits de la femme, sociétés civiles et autres organisations internationales participant à cet atelier ont tous réitéré leur engagement dans la lutte pour la tolérance zéro en 2020. Faire de la gestion des conflits une priorité, c'est le combat mené par les 16 moniteurs du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix au WANEP Côte d'Ivoire. Un atelier donc pour mieux les outiller à la surveillance des indicateurs relatifs à la sécurité humaine et à l'animation du site. Et c'était à la Riviera. On en parle avec Grace Kando. Déjà 3 ans qu'a pris fin la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Une urgence demeure, l'amélioration de l'indice sécuritaire pour permettre aux opérateurs économiques d'investir. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEP, veut alors apporter son expertise en matière d'alerte précoce, de prévention et de gestion de conflits. On s'est rendu compte donc après les guerres du Libéria et de la Sierra Leone que les États et les Nations Unies dépensaient énormément d'argent pour les actions de maintien de la paix, alors que la prévention coûterait moins cher en termes humains, mais aussi en termes financiers. Et donc c'est ce qui a amené le WANEP à chercher à mettre en place un système d'alerte précoce régional. L'alerte précoce, la prévention et la gestion des conflits, puis l'aspect technique de collecte et la soumission des informations sur le site News ont constitué les différents modules de formation de renforcement des capacités des moniteurs chargés de l'exécution sur le terrain de ce système d'alerte précoce. Nous récoltons les informations que nous faisons parvenir sur le site du News et c'est au niveau d'ici que c'est fait le dispatching. Mais le moniteur sur place aussi a un rôle d'anticipation. Le travail consiste à collecter les informations et prévenir d'éventuels conflits. Engagé depuis 2003 à accompagner le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire, WANEP Côte d'Ivoire entend créer un système d'alerte précoce pour prévenir les incidents et l'insécurité en Côte d'Ivoire. À la locodrome de la commune de Cocody, ce lieu jadis fréquenté par les personnes qui venaient manger un morceau tombe en ruine, à telle enseigne que les éventuels clients préfèrent se restaurer en dehors du cadre. Ce cadre est aussi devenu le logis des souris. Et autres ordures qui se disputent le sol, des box qui n'existent plus que de nom. La locodrome de Cocody, cet espace gastronomique qui autrefois faisait la fierté de la cité, n'est plus que l'ombre de lui-même. Le coin n'est pas très propre. Voilà. Pour un quartier comme Cocody, c'est pas réalisant. Les femmes même qui préparent ici pouvaient essayer de former peut-être une petite association, collecter des fonds pour entretenir régulièrement. Voilà, parce que ça ne présente pas bien. La clientèle, elle n'a pas vraiment le choix, car aussi insalubre soit-il, la locodrome reste pour ces jeunes le lieu par excellence du rendez-vous. Ici, on est habitué. On est habitué ici, c'est ici, on se rencontre. On est plus habitué, quoi. C'est pour ça. On vient s'amuser un peu ici, manger à 16h. Attention toutefois à ne pas trop lever le coude, car les toilettes ne sont pas plus hygiéniques. L'insalubrité à proximité de ces plats appétissants. Une triste réalité que déplorent les responsables de l'espace. Leurs efforts pour assainir l'endroit sont restés vains. Ils s'en remettent désormais
aux autorités municipales. L'alcodrome est sale. On a 1000 fois demandé aux autorités d'entretenir l'alcodrome. On n'a jamais eu gain de cause. C'est la mairie. Souvent ça dit on va venir retaper l'alcodrome de Cocody, on va retaper, quand on vient c'est peinture seulement mais. Ce que nous voulons, qu'on nous règle le problème des eaux usées, qu'on nous trouve un endroit où on peut placer notre poubelle. Nos doléances sont déjà chez monsieur le maire et il a dit qu'il va prendre ça en compte. Nous comptons sur monsieur le maire pour pouvoir nous aider à assainir vraiment l'alcodrome pour que l'alcodrome retrouve son éclat qu'il avait avant. Un vœu également cher à la clientèle. En attendant sa réalisation, certains préfèrent encore prendre leur distance. C'était un reportage de Michel Mambo commenté par Laetitia Manglé. Et puis le Mali a un premier ministre, le banquier Oumar Tatamli. L'homme est âgé de 49 ans, agrégé d'histoire, également diplômé d'économie et fils de l'écrivain et homme politique malien décédé Ibrahima Ly. Il était jusqu'à récemment en poste à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.